raconter une histoire. Déjà, nous venons de finir l'étang de l'étang, qui a duré un mois, et je tiens à remercier Philippe Curé et le service, que ce soit Christine Gobi, Christine Baron et tout le service culturel, et les services, que ce soit communication, logistique, pour le travail qui a été fourni pendant un mois, parce que c'était intense, très chargé, les associations bien sûr qui ont participé, et puis tous les acteurs locaux. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de telles animations sur Metz, il y en avait pour tous les goûts, et je tiens à te remercier Philippe pour avoir vraiment mis en place ce mois de temps de l'étang. C'est la semaine dernière, lundi on avait un conseil municipal et puis Philippe m'a dit que je ne pouvais pas être là. Je m'en vais à Toulouse, je suis à Toulouse. Alors Philippe est parti avec son camion. Alors je dis mais où tu vas? Il m'a dit je vais voir un artiste, je vais chercher une exposition pour l'amener ici. Alors j'étais quand même surpris sur le coup, je lui ai dit Philippe, tu aurais pu quand même nous en parler, essayer de voir d'avoir un véhicule de la mairie pour quand même que tu puisses faire ce travail et puis te faire accompagner. Il m'a dit non, j'y vais, je vais choisir. J'ai dit ah bon, oui, c'est un artiste que je connais, à qui j'avais acheté une œuvre, c'est Gérard Cambon, il y a 20 ans, et depuis 20 ans je le suis et il fait des œuvres magnifiques. Et je voulais, j'avais envie de le faire venir à Metz, mais je ne pensais pas que j'y arrive. Et puis finalement, il a accepté de venir à Metz et je vous en remercie. Et bien sûr, je remercie Philippe qui, avec son œil avisé, nous permet de découvrir de telles expositions. Et alors je lui ai demandé, bon, tu m'as raconté l'histoire de Gérard Cambon et Sylvain Corentin. Là, non, ça ne fait pas 20 ans, ça fait très peu de temps que Philippe l'a rencontré, et là c'est pareil, il a demandé, voilà, donc il a voulu les réunir tous les deux ce soir, voilà, donc je ne vais pas vous parler des deux artistes parce que je n'ai pas le privilège de les connaître, et je vais laisser la parole à Philippe qui va lui, qui aussi connaît beaucoup plus que moi en art et qui va nous expliquer. Voilà, merci Philippe en tout cas, et merci au service culturel pour le travail que vous faites. Merci de vous. Alors bonjour déjà à toutes et à tous. Alors pour cette nouvelle exposition, nous accueillons deux grands artistes. Faut le dire. 1m80. De grands artistes vivants en plus. C'est pas sûr. Et vivants en Occitanie. Alors effectivement, c'est deux artistes qui exposent vraiment, qui exposent à l'international. Alors donc Gérard Cambon, je vous présente. Et puis Sylvain Corentin. Et nous sommes très fiers d'avoir pu les réunir tous les deux dans ce carré d'art. Et merci vraiment à vous deux d'avoir accepté cette invitation, parce que franchement, je n'espérais pas. Je me suis dit, on tente le coup, et ça a marché. Alors en plus, il faut savoir que ce sont deux amis dans la vie, on peut dire ça, hein? Non. Bon, ils sont en concurrence, mais c'est ce qu'ils font. C'est deux amis dans la vie, et en fait, moi je ne savais pas, hein, je ne savais pas à l'origine. Et quand je les ai vus, quand j'ai vu leurs travaux, je me suis dit, mais c'est deux artistes qui vont super bien ensemble, quoi. Il y a ce même univers qui les réunit, et c'est là où j'ai appris qu'ils étaient amis et que ça leur plaisait vraiment l'idée d'exposer ensemble. Et vous voyez, cette exposition, on a essayé vous le remarquerez, on a essayé de mélanger un peu les œuvres de chaque. Ils sont quand même reconnaissables, même s'ils ont effectivement quelque chose en commun, ils sont extrêmement reconnaissables. Hein. On connaît toutes les grandes tours de Sylvain, comment tu appelles ça, pardon ? Bas-reliefs. Les bas-reliefs de Gérard, etc. Donc, comment ? C'est vachement original, bas-relief. Quasiment des voilà. Alors, j'en profite aussi pour remercier Dominique Schetzel, qui est là, et qui nous a beaucoup aidé pour scénographier et installer cette exposition. Elle a été très, voilà, elle a son regard d'artiste aussi qui nous a permis de mettre
mettre en place de façon un peu cohérente. Et je vais passer aux présentations. Alors Gérard, tu es né à Toulouse, hein, où tu feras tes études, puis tu pars travailler dans un ministère à Paris. Voilà, ministère de Transport. Et environnement. Après les années passées dans la capitale, tu es très récemment revenu dans ta ville natale. Hein, c'est très récent ton déménagement, Toronto. Voilà. Tu es autodidacte. Enfant, tu faisais déjà des bateaux et des avions en bois, puis tu as continué en faisant des collages et du modelage, en découvrant le papier mâché avec lequel tu réalises des petits personnages. À cette époque, ce n'est encore qu'un hobby. Tu dis que c'est pour toi un moyen de rêver, de créer des petits mondes dans lesquels tu peux t'échapper. Et comme je l'ai dit, tu travailles au ministère des Transports et de l'Environnement, donc. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Un choix risqué, non? Oui. Vas-y. Après, c'est un long cheminement où ça se fait petit à petit et c'est un transfert progressif d'une activité qui devient principale, d'un hobby vers une activité principale. Avec en fait l'idée de s'acheter du temps, c'est-à-dire limiter la première activité pour grossir la seconde et faire la bascule progressivement. Voilà. Et ton travail, est-ce que tu étais apprécié? Je crois que ça a été exposé très vite dans les galeries parisiennes. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui t'a permis ensuite de... Voilà, après ça s'est enchaîné un peu naturellement. Voilà. C'est une forme d'inconscience. Parce que je ne connaissais pas le milieu et que je ne connaissais pas les codes. Ça, le fait de ne pas le savoir a simplifié les choses d'une certaine manière. Ouais. Alors, parlons de ton travail. On peut voir dans ton travail la rencontre d'une boîte à biscuits avec une ceinture en cuir, l'assemblage d'un vieil appareil photo avec la carte de vélo. Mais comment travailles-tu? Tu pars d'une idée ou tu pars d'un objet? Alors en fait, l'idée, c'est, je suis dans un atelier où il y a un foutoir innommable et j'essaie de trouver 2-3 éléments qui ont a priori pas vocation d'être ensemble, du genre un bout de bois, du cuir, un végétal. Et l'idée, c'est à partir de 2-3 éléments d'essayer de les prétentieusement de faire une fusion, en tout cas de les intégrer, de manière à ce qu'au final, on ait le sentiment que ce qui ressort, c'est quelque chose de cohérent et d'intégré. Voilà, c'est-à-dire pas 3 bouts de trucs comme ça, mais qu'il y ait une nouvelle unité qui soit créée en essayant d'équilibrer entre le doux et le dur, c'est-à-dire un végétal pour la douceur ou du cuir, de la farine à côté, et voilà, c'est toujours un peu casse-gueule parce que la moindre erreur d'un objet trop voyant, etc., fait qu'on ne voit que ça d'entrée, il faut que ça fonctionne, et on sait quand ça fonctionne à la fin. Parfois, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et la place de tes petits personnages, ils arrivent quand? En fait, l'idée, c'est que je crée, au départ, je faisais des personnages à la Daumier, j'ai enchaîné sur des environnements, on va dire, de plus en plus grands, ou des théâtres. Et en fait, c'est des personnages, en fait, c'est du décor. Donc, le décor en soi, c'est intéressant, mais il n'y a pas de vie. C'est des personnages, comme un casting au final, qui crée l'échelle et qui crée la vie dans ces petits ensembles. Effectivement, on a l'impression que c'est des personnages qui se voient, qui se toisent, qui regardent en l'air, qui fait un peu tout en bas. Ouais. Ils sont hyper simples, c'est extrêmement simplifié, et en même temps, ils sont très vivants, on a l'impression qu'ils sont très expressifs. Voilà. Alors, j'essaie de mettre des titres un peu stupides, parce que l'idée, c'est que chacun voit un peu ce qu'il cherche. C'est ça, c'est-à-dire que chacun a ses propres références culturelles, et donc l'idée, c'est que, sans aucun préjugé d'aucune sorte, c'est quelqu'un qui me dit, pour moi, ben, ça c'est telle pièce de théâtre, ou pour moi, ça m'évoque un voyage, je sais quoi, ou un film, voilà. Et ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'au final, la personne, quelque part, s'est appropriée dans son imaginaire, et c'est le but pour moi suprême. Aucun intérêt que je vous raconte ce que je vois dans un théâtre. L'intérêt, c'est que la personne voit quelque chose. Ouais, ouais. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui, dans ton travail, trouvent que c'est triste ou angoissant, et puis il y a des gens qui trouvent que c'est gai. Voilà. C'est souvent pour une même pièce, il y a des gens qui trouvent ça aussi sinistre. La personne après qui se marre, ou qui commente avec son ami, etc. Et c'est assez marrant de voir finalement le spectre des réactions. C'est ça, ouais. On voit des gens qui vont repérer la boîte de banania. Oui, voilà. Que la grand-mère avait. C'est assez. Voilà.
En France, on aime bien catégoriser les artistes et les mettre dans des cases. Et dans quelle case es-tu, Gérard? Alors ça, c'est pas une question existentielle. Bon, en fait, j'ai trouvé une solution à ça. Ouais. Bon, alors, j'aime pas le mot singulier qui est totalement galvaudé, art contemporain, tout ça. En fait, il y a un mot qui s'appelle, on appelle ça l'art outsider. Ça ne veut rien dire, c'est un fourre-tout. Mais l'intérêt, c'est que c'est confortable. Donc, je dis, je leur dis, outsider, ça veut dire en fait au départ hors les normes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas socialement intégrés, etc. Mais par extension, on a accepté le principe que les autodidactes soient dans ce milieu-là. C'est un fourre-tout, facile à utiliser, et c'est ce que j'utilise comme demande, mais moi, par définition, je déteste les étiquettes. Mais en fait, tu te sens quand même dans la veine des singuliers. Alors moi, je suis admiratif de beaucoup d'artistes qu'on appelle outsiders, français, américains. Il y a Dario ici qui est là, qui fait partie aussi, et d'autres qui sont dans cette mouvance-là. Et moi, je trouve qu'il y a un esprit, et quand ils sont dans des galeries, on ne sait pas avec qui on tombe, mais même ici, on est un peu déçus parfois. Mais le vrai plaisir, c'est de se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler une famille élargie. Voilà. Et ça, tu as inventé un peuple, les Nabias, qui sont là-bas. Ouais. Tu peux nous en parler Alors, ce nouveau les peuple Nabias, en fait, moi je suis un grand admirateur de Donald Trump. Parce que je lui dois beaucoup. En fait, Donald Trump a dit beaucoup de bêtises, mais il avait une particulière qui m'a intéressé, c'est que devant à la tribune de l'ONU, devant les chefs d'État africains, il félicite la Namibia pour son système de santé. Or, la Namibia est un pays qui n'existe pas, donc tout le monde se fout de lui. Mais après, on avait quand même un boulot. À partir du moment où le pays existait, il fallait créer une population. Et il fallait bien s'y continuer. Donc, j'ai créé une population de Namibia. Et donc, bon, je n'ai pas été le seul à faire ça. Il y a eu des poètes éthiopiens, etc., qui se sont moqués de lui. Mais l'idée, au départ, c'était un vrai gag, c'est de créer une population ex nihilo et après de décliner différentes peuplades comme ça. Et ce qui était un jeu, après, ça ne l'était plus parce que c'était quand même assez prégnant de se dire, ça y est, je suis le créateur d'une population à partir des objets comme ça et d'essayer d'imaginer une nouvelle peuplade. Ah ouais. Et donc, maintenant, j'en parle plus trop de Namibia parce que, bon, Trump, ça a le temps à passer, etc. Et donc, c'est autre chose qu'un gag maintenant, c'est l'idée de créer des populations imaginaires. Voilà. D'accord. Merci. Sylvain. Pareil que comme vous. Pareil. Tu es né à Montpellier et tu vis et travailles aujourd'hui à Frappe-de-Lez. Hein, un peu au milieu des bois quand même. Ben, carrément. Tu as passé ton enfance dans un univers de cité HLM entre un père policier et une mère au foyer. Avec des déménagements très fréquents. Cela pourrait bien expliquer cela. Non. Cité HLM, déménagements fréquents. Voilà. Il y a peut-être une parenthèse. Ah non, c'est complètement lié. Voilà. Tu as une scolarité difficile, une enfance et adolescence de solitude, alors tu t'enfermes dans... Parler de son enfance. Non. C'est comme tous les une enfance difficile, oui. C'est ça que je voulais dire. Non, t'as une enfance de solitude, si tu veux, et du fait des déménagements fréquents de tes parents, tu te retrouves souvent seul, tu n'arrives pas vraiment à te créer, à t'intégrer dans le milieu dans lequel tu vis, et donc tu dessines beaucoup, tu crées tes univers. Tu dis même, j'ai vu ça, dans une petite pièce comme ça, et dans cette petite pièce, tu crées des grandes choses, quoi. Tu projettes dans un monde plus grand, c'est ça. Donc là aussi, on voit vraiment la parenthèse, ce que tu fais maintenant, cette espèce d'extension. Extension extérieure, mais intérieure aussi. C'est-à-dire que ce sont des petites alcôves, enfin des petites maisons, avec une protection, ce que j'appelle la protection autour de la... Ça fait penser au reliquaire, on a 3 bouts d'os comme ça, et puis il y a tout un truc autour, l'idéal est là. D'accord. Donc c'est lié à la solitude, c'est lié à l'enfermement, et c'est lié aussi à la protection. Voilà. Et... C'est vachement compliqué, quoi. Ah non, mais c'est bon. c'est intéressant de savoir comment par où ça passe, comment...
c'est forcément lié à... Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est ça qui, le fil qui est tiré, quoi, Il faudrait s'approcher du micro, il paraît derrière. Comment? Il faudrait que notre artiste s'approche. Ouais, ah oui. S'approchera du micro. Ça, voilà. Alors, j'en étais où? Alors, tes professeurs, t'as quand même t'as quand même une scolarité difficile. Hein. Stop, ça suffit. Il y a des professeurs qui t'invitent à aller vers une école d'art. Oui, c'est ça, ils m'obligent même. C'était sans rien, donc... non, mais en fait, c'est vrai que... On connaît son talent. Oui, complètement, oui, non, ça c'est certain. Bon. Et donc, ça a été quand même un pied à l'étrier de quelque chose. Oui, tout à fait. C'est mon prof de français et mon prof d'art plastique qui se sont vraiment battus contre le prof de maths pour que j'aille dans une section d'art plastique. Voilà. Et parce que le prof de maths, je voulais lire à l'école. C'était la vie. Et donc, du coup, oui, j'ai fait des études. Voilà. Donc, tu as fait des études d'art, donc tu n'es pas autodidacte, contrairement à Gérard. Oui, je ne suis pas autodidacte, contrairement à Gérard. Un point pour vous. 1-0. Et alors là, tu vas t'orienter vers à ce moment-là, puisque tu étais plutôt sur le dessin, hein, oui, tu travaillais tout seul, et là tu vas commencer à t'orienter sur des volumes, Bien plus tard, oui. Oui, bien plus tard. Oui, à la sortie des écoles d'art, j'ai fait beaucoup de peinture. Oui. Donc ça vient un peu après. Le volume, j'ai eu de la place déjà, parce qu'il faut avoir de la place pour faire du volume, mais c'est vrai qu'au début, je commençais par la peinture. D'accord. Et tu construis, et là tu vas construire des refuges à l'image de ton monde intérieur. Tu vas dire ça. Très bien. Ça me va. Tu disais, Oui, c'est ça. des tours blanches sur lesquelles tu écris des histoires, des cartographies utopiques. Oui. Alors, si vous prenez le temps d'aller voir chaque tour comme ça, essayez de rentrer dedans. Essayez de rentrer comme si vous y habitiez, comme si vous étiez l'habitant de cette tour. Laissez-la devenir votre espace. Et vous allez voir, il se passe vraiment plein de choses. C'est vraiment une expérience singulière, parce que vous allez rencontrer des poteries, vous allez rencontrer des chemins, vous allez rencontrer des petits objets, des choses comme ça. Il faut vraiment se laisser porter par ça et voyager dans ces grandes tours et faire le chemin qui est à l'intérieur. Alors j'ai lu qu'on te dénommait l'architecte tonique. Toniste, pardon. Toniste. L'architecte tonique, et ou l'anarchitecte. Ah, l'anarchitecte, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as une préférence? L'anarchitecte, c'est un terme plus général. Oui. L'architectoniste, c'est un journal qui m'a vraiment appelé comme ça. C'est un magazine qui a titré ça, l'architectoniste. Je trouve ça super. Ouais, oui, ça me fait bien les deux. Mais un architecte, c'est bien aussi. Et c'est un regret de ne pas avoir été architecte? Pas du tout, je connais rien en architecture. D'où les problèmes de mathématiques, tu vois, donc ça ne pouvait pas prendre ça à l'architecte. Non, je ne connais rien à l'architecte. Par contre, là, je suis autodidacte. Dans ce domaine-là, oui, je suis. Alors, je sais que tu es un passionné d'archéologie. Oui, c'est clair. Hein, on en a parlé ensemble, et tu as même poussé ta passion à épouser une archéologue, quand même. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a sans aucun doute un lien entre cette passion et ton œuvre. Tu peux expliquer? J'ai fait de l'archéologie aussi. J'ai rencontré mon épouse dans l'archéologie. Oui. Donc on était tous les deux en fouille. Et donc du coup, non, quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Ça c'est clair. Mais bon, il faut faire des études vraiment. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il n'y avait pas la capacité, mais donc j'ai fait fouilleur bénévole pendant plusieurs années. Et ça se lie à mon travail. Je disais tout à l'heure, je parlais de reliquaire, donc dans l'histoire de l'art. Donc mon travail, il est lié à l'architecture éphémère et à ce qui est non durable, en fait. Donc l'idée, c'est de travailler avec du bois, de travailler dans le côté construit de façon spontanée. Et donc là, on est soit dans les pays où il y a des ethnies qui font ça dans les forêts, soit dans la préhistoire, chez nous, donc on voit l'archéologie à la préhistoire. Donc moi, mon idée à moi, c'est par rapport à l'architecture, être un architecte, c'est aller à l'encontre d'une certaine forme d'architecture, bien entendu. C'est-à-dire la rigueur, je pense aux beaux immeubles des années 60, entre autres, qui ont fleuri à l'époque. Et donc tout ça, moi c'est là-dedans, quand tu disais que j'ai vécu, hein, puisque en France j'étais dans ces HLM, et je pense que ça m'a marqué. Donc la rigueur, le côté enfermement, ça, voilà.
Donc mon travail, c'est plutôt sur le rapport avec la nature, donc c'est le rapport avec l'homme qui construit, qui s'insère dans la nature plutôt que l'air. Comme dans les natures. C'est un peu la tendance actuelle, hein. Un contrario à mon époque, mais c'est un moment qui pense. Et alors, comment tu procèdes dans ton travail? Tu pars d'une base, comment tu... Alors, moi, ce que j'aime, c'est me perdre. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, j'aime me paumer dans mon travail. Alors, en plus, quand je fais un produit, quand je fais un travail, j'en fais d'autres. Je te peut-être du micro, ouais. Donc, le truc, c'est que j'aime bien me perdre dans mon travail. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien... je fais des tas de bois. J'habite à côté d'une rivière. Je fais des tas de bois, des branches. J'utilise aussi beaucoup de cagettes. Et dans ce retas, je commence à faire des choix. Lui, il a un tas d'objets aussi, c'est pareil. Hein, on travaille sur cette histoire de tas. Donc en fait, comme lui, on a un tas et on fait les choix. Et quand on trouve quelque chose qui commence à engendrer une idée, lui, c'est l'objet, moi, c'est souvent la branche d'arbre. Moi, je commence à construire une espèce de squelette, enfin une structure de branches. Et après, une fois que l'arbre finalement est reconstitué, je travaille sur cette structure, les petits éléments. Voilà, sur les petits éléments. Donc là, on passe d'une dimension qui est variable, qui peut être extrêmement petite, comme elle peut faire 6 mètres de haut. Et donc 6 mètres de haut, il y a du travail. Et après, je construis mon immeuble, entre guillemets, je ne sais pas ce mot-là, mais je construis mon habitation. Et alors la référence aussi, c'est par rapport notamment en Thaïlande, vous avez à l'entrée des maisons des esprits. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les esprits se promènent et qu'il leur faut des maisons. Voilà. Donc pour éviter d'ailleurs qu'ils rentrent dans leur maison, ils leur mettent une petite maison à l'entrée. Et donc du coup, l'esprit habite dans cette petite maison devant l'habitat. Et moi, ce que j'ai envie, c'est ça, c'est ce que tu disais exactement tout à l'heure, c'est que les gens rentrent dans mes maisons et y habitent en fait de façon imaginaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de figuration, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de... C'était ça ma question. C'est pas une maquette. T'as pas de personnage. Non, c'est des maisons à esprit. Voilà. Ok. Et alors, tous les deux, vous êtes exposés dans des galeries new-yorkaises, en fait. Et la même, mais c'est... Ouais, mais c'est intéressant, je veux dire, ça... Bon, par rapport pour des artistes, ça apporte quoi? Le fait d'être exposé aux États-Unis ou... Je vais essayer d'être aussi fort que toi. Être à New York, c'est génial, forcément. Alors moi, comme moi je dis toujours, à New York, dans ma galerie à New York, il y a Gorune qui m'a vu, il y a Björk qui m'a vu. Enfin pour ça, c'est bien ici, hein, mais j'aime pas Nicolas. Donc c'est un côté un peu rêve quand même. Donc le rêve est fait. Après, mon galeriste m'a fait rentrer au musée à New York, au musée Folk Art Museum, American Folk Art Museum. Donc j'ai 3 pièces au musée. Et du coup, après les musées français sont intéressés, puisque ça a un côté retombé. Et donc je suis introduit d'ailleurs dans pas mal de musées. Dans le musée de Montpellier d'ailleurs, le musée d'art brut de Montpellier. J'ai 2 grosses pièces. Voilà, déjà que je l'ai vu. Donc du coup, ça fait des retombées, c'est sûr. Après, au niveau du marché, puisqu'on peut parler au marché de l'art, ils achètent des grosses pièces. Ils ont des immeubles entiers, donc ils achètent assez des grosses pièces. Par rapport aux Français qui sont plus timides au niveau du format, mais c'est équivalent. On va dire qu'il y a un marché qui flotte, plus gros que l'autre. Mais bon, le rêve est complet, c'est sûr. C'est ça? Pareil. Alors, vous vous connaissez tous les deux. Et est-ce que tu du lien le lien artistique que tu dis, c'est quoi? Comment vous le... Même esprit. Même esprit, même approche du travail. Après, on a chacun notre voix, mais c'est voilà. On se reconnaît même dans nos différences. Enfin, je veux dire entre les couleurs, etc. Mais c'est des atmosphères identiques. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas si fréquent d'avoir le sentiment d'être dans une famille artistique qui est en plus très minoritaire, hein, même si elle est très à la mode, machin, mais c'est une micro-bulle comme ça où on se reconnaît parce que c'est pas tous les jours, quoi, et donc c'est un plaisir. Enfin, je parle pas de la personne, je parle de son travail. Ok. Alors, pour mettre en place cette exposition, moi j'ai eu le bonheur, avec Dominique, on a eu le bonheur de vous rencontrer tous les deux. Et c'est vrai qu'en dehors de votre talent artistique, moi j'ai vraiment apprécié votre humanité, votre simplicité et vraiment cette capacité à être, je sais pas, votre humour,
la façon d'être. Et vraiment, merci pour tout ça et merci d'avoir accepté cette. Pareil. Nous, ce qu'on doit dire quand même, c'est merci à la mairie. Oui, oui, ça c'est sûr. Première chose. Deuxième chose, merci à Philippe et la personne qui est là. Je demande qu'on applaudisse aussi. Qui a été Merci vraiment à vous et j'espère que cette exposition trouvera. Je voudrais juste rajouter un truc parce que là, Ouais. c'est pour que ça soit plus long. Tu vois, c'est mieux quand c'est long. Je fais aussi des dessins et je fais aussi les planètes. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a 3, 4 artistes dans cette salle? Non, il n'y en a que 2. Donc, comment vous le reconnaissez? Moi, vous allez vous y perdre. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien me perdre. Donc, du coup, quand je fais un travail comme celui-là, pour lequel je suis connu, j'aime bien un peu faire autre chose. Voilà. Donc, il y a des dessins plus ou moins figuratifs ou plus ou moins poussés. Le grand dessin. Le grand dessin, en couleur. Et les planètes qui sont des peintures en fait sur du bois. Voilà. Donc je voulais juste dire ça parce que c'est la grande question de cette exposition. Oui. Et il faut savoir ce qui est super avec Philippe, c'est qu'il a tout pris. C'est-à-dire qu'il est venu à l'atelier et il n'a pas pris que ça. Il aurait pu prendre que ça parce que c'était pas l'idée. Mais il a vu tout notre travail et je le remercie d'exposer ici ce travail complémentaire qui n'est pas souvent exposé. Voilà. C'est bon. Merci. Alors, c'est moi qui ai le privilège de vous inviter à...